Voici la victoire de Samothrace. Elle s'élance, poitrine en avant, à mi-chemin entre une danse du ventre et une charge guerrière. Son nombril se cache sous un mince tissu de marbre plaqué par des vents imaginaires. Faut le faire. Elle doit peser des tonnes, mais les regards l'imaginent dans les airs sans aucun problème. L'illusion est fabriquée par cette embarcation ultramassive qui porte la statue en triomphe. Tout oppose les deux masses de pierre. Le léger et le compact, le mouvement et la ligne, l'immaculé et le foncé. Sur la coque, le marbre éclabousse. Sur le pont, ça souffle fort, comme à Hollywood. On entendrait presque son nombril s'écrier qu'il est le roi du monde. Les plis de sa tunique sont ceinturés sous la poitrine, d'autres s'enroulent autour de la taille. Le manteau, plus épais, se faufile entre les jambes. La force du vent le retient à peine sur la jambe droite. Il ne couvre même plus la jambe gauche. Cette proue est une prouesse. Sans tête ni bras, elle impressionne quand même, grâce à ses ailes XXL. La statue donne l'impression de s'avancer vers la foule, face à la houle. Mais que signifie vraiment son mouvement ? S'apprête-t-elle à décoller ? Ou à nous prendre sous son aile ? Faut voir. La statue est découverte en 1863 sur l'île de Samothrace. Le diplomate Champoiseau, qui fouille les ruines d'un sanctuaire, trouve la victoire éclatée en morceaux, plus ou moins gros. L'amateur d'archéologie s'intéresse uniquement à la statue, pas au navire. Les fragments envoyés au Louvre font escale à Toulon avant d'arriver à Paris l'année suivante. Il faudra 2 ans pour reconstituer le puzzle. La tête, les bras et l'aile droite restent introuvables, l'aile gauche recomposée est mise en réserve, et le bas du corps est exposé. 10 ans plus tard, des archéologues autrichiens comprennent, grâce à des monnaies de l'époque, que les blocs du navire forment la base de la statue. Champoiseau retourne alors à Samothrace pour compléter son puzzle. Les pièces rejoignent rapidement le Louvre. Massives et peu nombreuses, elles sont vite rassemblées. Pour reformer l'œuvre d'origine, une copie de la statue est disposée sur le socle recomposé. L'ensemble est monumental. Les conservateurs vont décider de compléter la restauration. La poitrine manquante est moulée dans le plâtre, tout comme l'aile droite. Les ailes sont ensuite fixées par des armatures de fer et l'ensemble est solidarisé par du plâtre, puis recouvert d'enduit. La statue et son navire sont exposés en haut d'un escalier grandiose. Plus tard, la victoire est rehaussée, puis avancée. Plus récemment, on l'a démontée pour examen et décrassage. Des fragments seront même ajoutés. Aujourd'hui, la victoire est éclatante. À l'origine, le monument était placé sur les hauteurs de Samothrace, face à la mer. Entre les 3e et 2e siècles avant Jésus, ce petit coin de paradis abritait le sanctuaire des grands dieux. Un lieu ouvert à tous, hommes, femmes, enfants, grecs, non-grecs, libres, esclaves ou affranchis. Tous y célébraient les dieux de la mer. Chacun venait les prier pour différentes raisons. Certains pour naviguer sans danger, d'autres pour s'assurer de bonne pêche, ou parfois même obtenir une victoire sur l'ennemi. Pour que leurs vœux se réalisent, les pèlerins déposaient des offrandes. Des coquillages ou des hameçons du côté des pêcheurs, et des statues géantes du côté des cités guerrières. La victoire de Samothrace est une offrande réalisée par un État pour vaincre son ennemi. De quelle bataille s'agit-il et de quels ennemis ? On ne sait pas. À l'époque, un énorme toucher-coulé oppose Antigonide, Séleucide, Rhodien et tous les voisins. Tous demandaient grâce aux dieux pour obtenir une victoire sur ceux d'en face. Chez les Grecs, la victoire s'appelle Niké. Avec sa paire d'ailes, elle rejoint toujours le camp des gagnants. C'est elle, l'arbitre des guerres de Méditerranée. Grâce à son souffle divin, elle va gonfler les voiles du camp victorieux. Mais, à tout moment, elle peut changer d'avis pour que le vent tourne. En fait, la victoire ne s'apprête pas à décoller. Elle se pose sur le navire. En repliant ses ailes face au vent, elle stabilise son atterrissage. La victoire a choisi son camp, à l'instant. C'est elle le moteur de l'embarcation bientôt victorieuse. Et pas besoin de 500 chevaux pour foncer droit devant. Une paire d'ailes suffira. Le sculpteur de la victoire a inventé un langage. Il a transfiguré les effets de la gagne.
Il symbolise cet instant précis où le futur vainqueur voit ses forces décuplées, gonflées à bloc. Au-delà du militaire, la victoire donne des ailes à tous ceux qui affrontent un adversaire. Les sportifs, les politiques, les engagés. Grâce à elle, les voici tous invulnérables, insubmersibles. La victoire est de toutes les batailles. Pour remporter une course, pour dépasser un candidat, pour renverser une loi. Ces ailes déployées soulèvent aussi les supporters. Bon, la statue du Louvre n'a plus de visage. Mais cette absence ouvre une fenêtre universelle, un espace où chacun peut placer sa tête et se sentir pousser des ailes. D'ailleurs, l'idée n'est pas toujours de renverser quelqu'un. La plus grande victoire, c'est la victoire sur soi, disait Platon. Eh bien, cette manière de voir les choses transforme le navire en embarcation toute personnelle. Dans ce cas, pas d'adversaire à écraser, juste nos petits nombrils à faire avancer pour se dépasser soi-même. Et pour cette bataille originale, il n'y aura que des grands vainqueurs, parce qu'il n'y a pas de petites victoires.